Bienvenue dans cet autre épisode de votre podcast consacré à la relation tumultueuse entre le Cameroun et la France entre 1945 et 1971. Aujourd'hui, nous allons évoquer la censure et le contrôle des médias orchestrés avec soin par l'administration française peu avant l'indépendance en 1960. Imaginez un Cameroun juste après la Seconde Guerre mondiale. Un vent de liberté souffle sur le monde, et ici aussi. Les esprits s'échauffent. Fini le temps du silence absolu. Une certaine libéralisation de la presse est timide, mais réelle. À côté des journaux des colons, une presse d'opinion camerounaise commence à émerger, portée par des plumes engagées. Pensez à La Voix du Cameroun, le porte-voix de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dès 1949, pour diffuser leurs idées. Pas d'internet, pas de chaîne d'information continue. Il y avait la Ronéo, cette machine artisanale qui permettait de multiplier les tracts et les journaux à la main, souvent dans des conditions précaires. Un véritable travail de fourmi pour faire entendre une autre histoire que celle racontée par le pouvoir. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. Face à cette effervescence indépendantiste, la réaction de l'administration française ne se fait pas attendre. On met en place des mécanismes subtils, mais efficaces de contrôle. Au cœur de ce dispositif, le service d'information et de presse du Haut-Commissariat, son rôle ? Diffuser la bonne parole, celle qui légitime la présence française et décrédibilise les indépendantistes. L'agence France Presse, AFP, joue aussi un rôle clé. Figurez-vous qu'en 1952, son bureau à Yaoundé était en partie financé par le Haut-Commissariat lui-même. De quoi orienter sérieusement l'information diffusée, vous ne croyez pas ? Des hommes comme les hauts-commissaires Roland Pré et Pierre Mesmer vont même plus loin, cherchant activement à construire un récit qui délégitime les indépendantistes, les présentant comme des agitateurs manipulés. On raconte que Pré, à peine arrivé, parlait déjà de développer, et je cite, une propagande constructive pour allier les Camerounais à la vision française. Mais la persuasion ne suffit pas toujours. Alors on passe à la répression pure et simple de la presse indépendantiste. Les saisies administratives de journaux deviennent monnaie courante. Des titres, comme La Voix du Cameroun, sont régulièrement interdits. Imaginez la frustration de ces journalistes. Leurs efforts réduits à néant d'un coup de tampon. D'autres journaux subissent le même sort. L'Opinion au Cameroun, de Marcel Bébé et Idi. Cameroun, mon pays, de Jean-Marie Manga, ou encore Action et Patrie. Ces publications, souvent modestes, qui osaient critiquer la version officielle, étaient impitoyablement traquées. Et que dire des arrestations et des emprisonnements de journalistes ? Simon Beyaga, du Cameroun Observateur, est inquiété dès 1957. Richard Dean Samé, le directeur d'Action et Patrie, a même connu la prison pour avoir dénoncé les violences carcérales. Le prétexte ? La diffusion de fausses nouvelles capables de perturber l'ordre public. Une excuse bien pratique pour faire taire les voix dissonantes. On raconte que la suspension de La Voix du Cameroun en 1950 a été particulièrement brutale, juste après avoir osé écrire. La colonisation, c'est le vol. Le pillage, c'est le meurtre. Des mots qui résonnaient trop fort aux oreilles du pouvoir. C'est une véritable guerre des récits qui se joue. D'un côté, la thèse officielle, martelée par l'administration et relayée par des journaux comme Le Cameroun Libre, qui présentent les indépendantistes comme des communistes dangereux, des extrémistes fomentant des troubles. On organise même des pétitions de notables pour soutenir cette version et réclamer la fermeté. Certains journaux en métropole comme Paris Presse l'Intransigeant reprennent cette rhétorique. De l'autre côté, la thèse indépendantiste, qui dénonce la brutalité de la répression, les arrestations arbitraires, la violence des militaires. Des figures emblématiques comme Ruben Oumiobe tentent désespérément de porter leur voix à l'Organisation des Nations Unies ONU pour dénoncer la mauvaise administration française. Des journaux anticolonialistes en métropole comme l'Humanité ou l'Observateur tentent de faire écho à ces revendications, mais l'information arrive souvent de manière fragmentée. Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Madame Louise Veil, envahirent le terrain.
La radio est une arme essentielle pour l'administration française. Des stations sont développées à Douala, puis à Yaoundé et à Garoua avec un objectif clair: promouvoir le trusteeship français, cette tutelle présentée comme bienveillante. Les discours du haut-commissaire sont diffusés comme des causeries éducatives. Mais en coulisses, les tensions sont palpables. Des responsables de la radio, comme l'UICD JOS, souhaitent une certaine autonomie et s'inquiètent de la mainmise du service de l'information qui voudrait réduire la radio à un simple instrument de propagande. L'affaire JOS est d'ailleurs révélatrice. Il finit par quitter la radiodiffusion en 1957 face à ces pressions. Parallèlement, la censure postale et la surveillance des télécommunications sont des pratiques courantes pour contrôler les échanges et entraver l'organisation des indépendantistes. Imaginez chaque lettre, chaque coup de fil potentiellement épié. Malgré cette intense censure et ce contrôle des ondes, la presse indépendantiste ne désarme pas, souvent dans la clandestinité. Elle continue de circuler sous le manteau, cherchant par tous les moyens à informer, à mobiliser. Des journalistes prennent des risques énormes pour faire entendre leur voix, pour dénoncer la répression. C'est une période sombre pour la liberté d'expression, une lutte acharnée pour le contrôle du récit, où la vérité est souvent la première victime. Après 1957, avec le gouvernement d'André-Marie Mbida, la répression se fait encore plus virulente, la censure s'intensifie et les arrestations de journalistes critiques se multiplient. Même ceux qui appellent à la réconciliation, sans être directement liés à l'UPC, sont suspects. Mais face à cette oppression, d'autres formes d'expression émergent. La poésie et la caricature deviennent des armes pour se moquer du pouvoir et dénoncer le climat répressif. On raconte que le journal clandestin « Cameroun, mon pays » ajoutait à ses feuilles ronéotypées des dessins satiriques pour dénoncer la pression subie par les journalistes. L'administration française va même jusqu'à mettre en place des opérations de guerre psychologique, notamment dans la zone de pacification en Sanaga maritime, ce qu'on a appelé les opaques. L'idée, combattre l'influence de l'UPC sur le terrain des idées. On organise des réunions de propagande. On crée des écoles populaires d'instruction plus connues sous le nom EPIC pour endoctriner la population. Des moniteurs sont formés pour diffuser des thèmes bien précis visant à discréditer l'UPC et à promouvoir la vision française. Imaginez ces moniteurs récitant des sortes de catéchismes officiels dans les villages, tentant de convaincre les habitants que l'indépendance prônée par l'UPC n'était qu'une chimère. Un certain André Boyer, visiblement inspiré par des théories psychologiques, met en place des méthodes pour suggérer la peur de l'UPC et construire la nation camerounaise selon le mode démocratique souhaité par la France. Des affiches, des tracts, même des projections de films sont utilisées dans cette entreprise de persuasion. Merci à vous d'avoir été à m'accompagner pour cet autre épisode sur l'histoire du Cameroun. Retrouvons-nous très vite pour de nouvelles aventures de la relation France-Cameroun entre 1945 et 1971.